Ouais, c'est ça. J'ai un peu zoomé sur la table. Allez, go. Viens, Antoine. Bon, bah, c'est quand tu veux. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, on va commencer ce meet-up. Déjà, bienvenue chez Vaneos. Merci à tous d'être venus. Je suis assez impressionné par le nombre. Je crois que j'étais prévenu ce matin qu'il y aurait une centaine de personnes. Donc, voilà. Et donc, j'ai ressorti une petite présentation d'Evaneos. On va essayer de passer assez vite, mais pour vous raconter un peu qui on est et puis ce qu'on cherche également. Donc, Evaneos, en quelques mots. Hop. On a même le droit de musique. Non, ça c'est. Je sais pas. J'ai pas presse. On va passer ça. Ah, ok. Qui connaît Evaneos? Ça va. Bon, je vais pas parler pour tout le monde, mais presque. Donc Evaneos, on est une marketplace, on met en relation voyageurs et agences de voyage locales partout dans le monde pour créer du voyage sur mesure. Assez simple. Aujourd'hui, si vous voulez organiser un voyage, par exemple en Inde pendant 2 semaines, vous avez 2 solutions. Soit vous passez par les plateformes que vous connaissez tous, donc vous l'organisez par vous-même. Donc vous cassez la tête à aller choper la bonne prestation, le bon hôtel, la bonne activité, à relier tout ça ensemble pour que ça fasse un voyage un peu costaud et un peu complet. On perd beaucoup de temps et c'est compliqué de trouver ce qui nous correspond et en fait on tombe finalement sur ce que tout le monde voit dans le guide de routard. Soit vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous, à savoir des tour opérateurs ou des agences de voyage, donc que vous voyez là. Et là forcément, 1, ça vous coûte un bras. Et 2, vous avez en face de vous des personnes qui connaissent la destination, mais qui ne sont pas sur place, donc ils ne vont pas pouvoir vous conseiller exactement ce que vous voulez. Si vous voulez faire du kitesurf, par exemple, en ce qui me concerne, je vais avoir du mal à demander à Voyageurs du Monde de me trouver un prestataire de kitesurf en Colombie. Donc c'est là-dedans qu'on est arrivé, on a essayé de répondre à ce problème-là, et pour y répondre, on a regardé comment ça fonctionnait derrière. Aujourd'hui, un voyageur qui veut réserver auprès d'une agence, il passe par une agence de voyage, celle que vous voyez dans la rue, qui elle-même demande un tour opérateur, le circuit, qui lui-même va avoir un acteur local qu'on appelle les DMC, qui lui va organiser le voyage sur place, et qui lui enfin va réserver les prestations locales. Quand tout bon start-upper qui se respecte, on a essayé d'aller chercher la valeur là où elle était. On a rencontré ce qu'on appelle des agents locaux. Là, partout dans le monde, c'est des personnes qui sont passionnées par leur pays, qui sont là pour le présenter et faire vivre leur pays à tous les voyageurs qui le souhaitent. Et on s'est dit, le but c'est de mettre en relation directe les DMC avec les voyageurs. Rien de très révolutionnaire, et pourtant ça n'existait pas. Et ça nous a permis de créer Vaneos. Donc aujourd'hui, on n'est pas que sur l'organisation du voyage, on est sur tout le workflow, tout le parcours d'un voyageur, depuis l'inspiration jusqu'au retour de voyage, pendant lequel il va pouvoir partager des avis sur les différents lieux qu'il aura visités sur place. Donc c'est un métier qui est très complet et assez sympa. On a été créé en 2009 et depuis, grosse croissance, plusieurs levées de fonds, une dernière d'un peu plus de $1 million l'année dernière. On a fait voyager 160 000 personnes, on a une grosse centaine de personnes pour 25 développeurs. Et maintenant, on est présent principalement en Europe, dans 8 marchés différents, et on lance les US au cours de cette année. On ne compte pas du tout s'arrêter là. Donc aujourd'hui, le tour operating, c'est un marché qui a été, c'est une partie du marché du voyage qui a un peu été abandonnée, parce qu'il est complexe. Un circuit de plusieurs jours, c'est compliqué à structurer et à industrialiser. Donc tout ce qui est hôtel, c'est bon, Airbnb est arrivé, Content & Guide, Airlines, tout a été disrupté, sauf le tour operating. Donc nous, on est là pour le disrupter complètement. C'est un marché qui est gigantissime au niveau mondial. Et on est en bonne phase de prendre cette place-là. Comment on y arrive? Avec une équipe, principalement. Donc on a une organisation et une culture assez spéciale. On a 2 mots-clés qui sont l'esprit d'équipe et l'entrepreneuriat, qu'on vit au jour le jour chez Vaneos. Concrètement, ce que vous voyez par exemple là, les locaux, tout ça, c'est fait par l'équipe. Donc le but c'est de construire avec l'équipe, avec tout le monde, la strat et tout ce qui se passe chez Vaneos. Notamment au niveau organisation, c'est réalisé par des volontaires de la boîte. Donc en permanence, il y a ce qu'on appelle une équipe orga. C'est 6-7 personnes qui sont volontaires et qui réfléchissent à comment on organise et comment on optimise ça. Là, c'est un petit schéma de l'historique des Vaneos. Donc on est parti avec du Scrum que tout le monde connaît. Et derrière, qu'on a un peu fait péter pour essayer de pousser le côté entrepreneurial et de pousser le côté implication des développeurs au jour le jour. Donc aujourd'hui, on aime dire qu'on n'a pas des devs qui se lèvent le matin pour réaliser les tâches qu'on leur donne. On a des devs qui réfléchissent le matin à comment on apporte de la valeur à Vaneos et comment j'apporte le maximum de valeur et comment je développe le produit. Donc voilà, on itère petit à petit, on pourrait rentrer dans les détails, n'hésitez pas à discuter avec les Evaneosiens qui sont là après autour d'une bière. Et ça bouge encore énormément, on a déployé la dernière orga là, en début d'année. C'est vraiment porté, créé par l'équipe. Au niveau des technos, je vous laisse regarder ça, vous connaissez tous ces logos. Comme on est en orga très décentralisé, on est organisé en petits squads qui sont complètement indépendants, qui sont multidisciplinaires et qui ont le choix de la techno, le choix stratégique de quelles features ils vont développer.
en respectant une règle de base qui est la communication avec le reste de la boîte. Mais derrière, s'ils pensent qu'il y a une techno qui est particulièrement adaptée à leur scope, eh ben, ils vont la mettre en place. Donc ça fait un truc qui est avec des technologies qu'on utilise de façon très spécifique et qui nous permettent de tester en permanence ce qui sort pour voir si c'est applicable chez Evaneos de façon plus générale ou pas. Donc React, par exemple, c'est, vous allez voir ce qu'on va vous présenter juste après, c'est une équipe qui a dit tiens, on va tester React. Donc ça a commencé petit, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Ils ont développé un petit socle qui permet aux autres équipes de développer rapidement sur ces technos. Et c'est une techno qui est en train petit à petit de prendre le pas chez Evaneos au niveau front. Alors, derrière les technos, les devs, la première chose qu'ils nous demandent, c'est comment vous codez, qu'est-ce que vous utilisez comme techno. Nous, on est persuadés que la techno, c'est beau, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'il y a derrière, au niveau architecture, au niveau de comment on code, au niveau de tout ça, au niveau de comment on progresse, comment les devs, on les fait monter en compétences. Et donc là, c'est un peu les mots-clés qu'on a en permanence chez Evaneos, que ce soit au niveau de la conception et comment on voit, nous, le développement. Et ces mots-clés, vous allez plus en entendre parler plutôt que les technos qu'on utilise. Et également comment on fait progresser, comment on discute entre nous. Donc ce meet-up, c'en est une preuve. Ce meet-up, je peux revenir un peu sur l'historique, c'est Alexandre et Quentin, qui je sais pas où il est. Ah, il est là-bas, il se cache derrière. Donc, qui sont venus me voir un jour en me disant, tiens Yvan, on a envie d'organiser du coworking. Je dis du coworking, c'est quoi le coworking et qu'est-ce que ça vient foutre chez Evaneos? En gros, ils ont dit, ça peut être sympa le soir, un soir par mois, d'ouvrir les portes et puis dire à qui veut de venir pour faire connaître Evaneos et puis pour discuter tech avec d'autres devs. Donc ça a commencé comme ça, c'était il y a 1 an je pense. Et puis petit à petit, ils ont peaufiné le truc, ils ont fait des présentations avec certaines thématiques. Et cette année, ils ont changé en disant, tiens, on va accueillir des meet-up, c'est dans la même mouvance. Donc typiquement, moi je suis là pour présenter, mais ça s'est organisé malgré moi. Et il y a beaucoup de choses comme ça chez Evaneos, dont les locaux, qui sont également faits par l'équipe. Donc des conférences, on est présent à pas mal de conférences. Qui veut aller à une conférence, il va. Les katas, on fait un kata toutes les 2 semaines chez Evaneos, quelle que soit la techno. Beaucoup de partage, beaucoup de vidéos aussi, où on a des échanges entre nous sur comment on peut appliquer tout ça chez Evaneos. Concrètement, notre but, c'est vraiment de réinventer complètement la façon dont on prépare et on vit son voyage. Ça, c'est très important pour nous, et chaque équipe est indépendante pour réussir à le faire au jour le jour. On peut revenir sur quelques projets pour vous dire que c'est vraiment infini. Il y a tout l'aspect circuit. Je disais que tout à l'heure, un circuit, c'est complexe. Ça, c'est juste 100 circuits, 100, c'est tout. 100 circuits au Canada qui sont mappés. C'est tout. Et donc, on se rend compte que c'est compliqué et qu'il y a plein de choses à faire autour, aussi bien en data qu'au niveau visualisation, qu'au niveau communication entre le voyageur et l'agent, etc. Et on en passe. Pour ça, on développe des outils. Donc, on a toute une offre SaaS que vous ne voyez pas sur le site. Le site, c'est vraiment une toute petite partie d'Evaneos, qui sont pour les agents locaux, qui aujourd'hui utilisent Excel et Word pour travailler. Donc là, on arrive, et c'est passionnant d'aller réinventer leur métier en leur fournissant des outils, dont Tipeee qui est là, qui est un outil développé en React basé sur Vitamin.js qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui permet aux agents de réinventer leur métier et de passer le temps sur leurs compétences, à savoir la connaissance de la destination. Pareil sur le site que vous voyez, on est en permanence en train d'itérer dessus, et l'idée c'est vraiment de réinventer cette expérience. Aujourd'hui, le site que vous voyez, c'est une première étape, et on itère pour aller aux étapes suivantes. Enfin, l'aspect mobile, c'est une grosse partie importante pour tout le monde, particulièrement pour nous, quand on voyage avec son mobile et pas avec son ordi. Donc c'est un élément qui va prendre une place prépondérante chez Evaneos à partir de maintenant et de plus en plus. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, parce que l'idée c'est pas de parler d'Evaneos, c'est de parler de React, je sais bien. Mais n'hésitez pas à venir si vous avez des questions, on recrute à foison, notamment beaucoup les devs, mais comme vous avez vu, on grandit vite. Donc n'hésitez pas à venir voir tous les Evaneosiens, ils n'ont pas tous un polo rouge. Je pense qu'ils peuvent juste lever la main rapidement, comme ça on les voit. Voilà, ils sont cachés parmi vous. Pour discuter culture, les besoins qu'on a, les équipes, etc. Nous, quand on trouve quelqu'un, on a assez peu d'offres directement de dev. Le but, c'est de discuter avec les personnes, de voir qu'est-ce qu'elles peuvent apporter et de trouver le poste sur lequel elles vont apporter un maximum de valeur, à savoir elles vont s'éclater un maximum. Voilà, et on charge de tout, que ce soit DevOps, Front, Back, PO, etc. Je pense que j'ai fini là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur Evaneos ? Ça m'aurait étonné, c'est pas du React. Je laisse la parole à ceux qui vont parler React, et bonne soirée à tous. Je vais montrer mon navigateur.
côté. Du coup. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Alors bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à ce 18e Meetup React.js. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois aujourd'hui? Ok. Ah, quand même. Ouais, d'habitude, il n'y a pas autant de monde, non? Ouais. D'habitude, il y a 50% des inscrits qui ne viennent pas, mais bon, ce soir, il y a plus de gens. Donc, c'est peut-être le retour des beaux jours, entre guillemets. Donc ce soir, on va avoir deux présentations. Une de Aurélien qui est là. Aurélien David qui va nous parler de FlowType avec Redux. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent FlowType ici? Ok. Et il y a des gens qui utilisent TypeScript? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de FlowType? Ok. Bon bah, vous êtes bien tombés. Ensuite, on a une présentation donc, des gens de chez Evaneos. Il y aura Johan Giraud et Lucas Persona qui sont là. Ok. Et donc ils vont nous parler d'un framework de build. Donc, je vais les laisser parler de ça. Sinon, ben, on organise aussi la conférence React Europe, donc qui aura lieu les 18 et 19 mai. Et donc on aura donc la team de React, plusieurs personnes de la team React.js qui seront là, de chez Facebook. Tac. Il y aura aussi des gens de chez Airbnb qui viennent de sortir des outils pas mal. Je sais pas si vous avez vu pour faire du design, des animations. Il y aura Michel Westrait de chez Mobix, de Mobix, il y a des gens qui connaissent Mobix. Ok. Il y aura Nicolas Gallagher qui vient de chez Twitter, ils viennent de migrer toute leur interface mobile à React.js, donc avec Redux, donc c'est assez intéressant. Mais c'est aussi une progressive web apps, donc il va nous parler de ça. Nicolas, c'est le gars c'est l'auteur de normalize.css, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent normalize.css? Non. Ok, bon, si vous utilisez Bootstrap, vous utilisez ça, mais c'est vrai que Bootstrap c'est plus trop à la mode, donc. Mais je pense que c'est quand même assez utilisé encore normalize.css. La plupart des frameworks en général ils l'incluent dans leur machin. Voilà, donc il y aura d'autres speakers. Quoi d'autre? Il y aura aussi des workshops. Il y aura un workshop React.js GraphQL avec Nick Graph et Max Stridberg, et un workshop avec Brent Vatney et Devin Abbott sur React Native. Brent Vatney, c'est le gars qui travaille pour Exponent. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Exponent ici? Okay, ça vous permet de développer des applications React Native sans avoir à installer Android ou Xcode. Voilà. Et il y aura un workshop Mobex avec Michel, l'auteur de Mobex, et un workshop CSS in JS. Il y a des gens qui font du CSS dans JS ici. Ok. Donc ça sera avec Sunil Pai, qui est l'auteur de la lib Blame. Vous pouvez aussi passer par un autre partenaire, Oxian, pour les billets. Ça permet de passer par le crédit impôt formation. Donc ça peut vous faire rembourser votre ticket si vous passez par là. Il y a le lien sur le site, si vous voulez. Voilà. Je vais laisser la parole à Aurélien, qui va nous parler donc de FlowType. Merci. Ouais, je vais mettre ça. Il faut que tu enlèves le dongle. Il y a moyen qu'il te demande pour passer les slides. Non, tu fais exit. Ouais, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Par contre, faut que tu cliques sur la fenêtre.
Ok, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Aurélien David. Je travaille à Joli Code au sein d'une startup qui s'appelle Cap Collectif, qui cherche à mettre en avant l'intelligence collective et à changer la politique. Ça fait à peu près 2 ans qu'on utilise React et 1 an pour Redux. Et dernièrement, on a eu quelques petits problèmes lorsqu'on faisait des déploiements un peu trop rapides en prod. Notamment sur la petite méthode que vous utilisez sans doute, qui est map. Hein, Putain. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas ce qui va pas. Ok. Ok. Donc je disais, on a des petits problèmes sur cette méthode mapState2Props, parce qu'on fait des choses assez compliquées, du rendu serveur et compagnie, et de temps en temps, en fait, la méthode plantait parce qu'on avait une define, et on a essayé de trouver un moyen de comment résoudre ce problème, et on s'est dit, le moyen, ça serait de typer notre state, et pour ça, on a choisi d'utiliser Flow. Donc c'est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, première question, pourquoi typer JavaScript? Parce qu'en fait, ça simplifie la vie. On peut le voir ici, on a un exemple non typé et un exemple typé. Qu'est-ce que c'est que typer? C'est simplement rajouter des annotations pour préciser le type des paramètres de ma fonction, ainsi que le type de son retour. Donc ici, j'ai fait une erreur. Ah non, j'ai mis un nombre, donc c'est bon, ça compte, c'est bien. L'objectif, c'est de rendre avant tout le code plus lisible. Pour moi, c'est un objectif que j'attendais pas, mais vraiment pratique. Ça facilite ainsi la compréhension lorsqu'on lit le code directement, et ça nous évite d'utiliser des outils pour documenter comme JSDoc, que perso j'aime pas, donc, comme tous ces outils de documentation, parce que souvent ils sont générés par l'IDE, pas maintenus, enfin bref, si c'est avoir des outils de documentation qui donnent de mauvaises infos, c'est pas cool. Ici, le but c'est d'avoir une documentation, oui, mais qui soit vivante, qui soit testée avec notre code. Ça permet un meilleur support au sein des IDE, notamment un autocomplete qui comprend votre code, quelque chose d'assez génial quand même. Ça identifie également quand même l'objectif qu'on recherchait, les erreurs de type. Par contre, on fait du JavaScript, on fait pas du C++, donc le fait de typer notre code ne va pas améliorer ses performances d'exécution. Alors, une question pour vous maintenant. Devriez-vous utiliser un vérificateur de type? Nous, on l'a mis en place, je vous ai dit, pour identifier ce type de bug, mais aussi parce qu'on attend un grossissement de l'équipe assez important. Et du coup, on a besoin d'essayer de stabiliser tout ce code qu'on a écrit à deux, et à le rendre plus compréhensible par les nouveaux développeurs qui vont arriver. On a aussi un grand besoin de refactoriser, et on peut pas se permettre d'avoir des bugs. Je sais que vous non plus, mais quand c'est très très critique, vraiment nous, si on empêche un utilisateur de participer, on a tout perdu. Du coup voilà, quand c'est très très critique, vous voulez éviter absolument la petite page blanche, c'est génial. Également, si l'algorithmie est une part importante de votre code, ça facilite la compréhension des algorithmes par le lecteur du code. Alors, ça c'est issu d'un petit tweet de Dimitri Avramov qui m'avait vraiment plu. C'est la testing pyramide en 2016 ou 2017. C'est simple, c'est avant de mettre en avant les tests unitaires et les tests fonctionnels, on peut analyser le code de façon statique et identifier un tas de problèmes avant même de le tester. Et en plus, le fait d'avoir une analyse statique de notre code avant les tests unitaires nous épargne certains scénarios de tests unitaires de type qu'est-ce qui se passe si je passe une props qui a un mauvais type à mon composant? Parce que ça ne peut plus arriver. Alors, Flow. Alors c'est pas étonnant, c'est encore une fois créé et maintenu par Facebook. La définition qu'ils ont donnée, c'est Flow is a static type checker designed to quickly find errors in JavaScript application. C'est exactement ça, c'est pas dédié à React. C'est fait vraiment pour typer JavaScript. Même si vous n'utilisez pas React, ce dont je doute ici, vous pouvez l'utiliser. Et avant tout, c'est pas un compiler, c'est vraiment un outil d'analyse. Il faut bien comprendre ça. Je vous ai mis les 3 étapes de Flow.
Première chose, c'est qu'il va lire notre code JavaScript. Ensuite, à partir de cette lecture, il va générer un AST. Et en analysant cet AST qui représente tout votre code, il va le vérifier avec les annotations de type. Et vous donner un résultat, ok, tout est valide, ou alors non, il y a plusieurs erreurs que je t'ai identifiées. Et enfin, toutes les annotations de type qu'on a vues précédemment, elles seront supprimées lors de l'exécution du code. Ah, j'étais un peu vite. Alors, pourquoi choisir Flow? Nous, on l'a mis en place pour une seule et unique raison, qui est la barrière d'entrée très très faible. C'est-à-dire que là, tous, vous allez pouvoir en 5 minutes commencer à utiliser Flow sur votre projet. Ce qui est quand même un gros avantage. Il s'intègre vraiment fichier par fichier. Il a été conçu pour ça, parce qu'il a été intégré petit à petit dans la codebase de Facebook. Alors, rapidement, deux alternatives. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, je ne les connais pas, je ne les ai pas utilisées, je ne les ai pas testées. TypeScript, de ce que j'en ai compris, c'est quand même un compiler différent. On peut également l'intégrer avec un loader Webpack. Problème, nous on n'utilisait pas Webpack, donc on n'a pas du tout cherché cette solution. Et enfin, Helm, qui est là encore une fois un langage différent. Du coup, on ne va pas réécrire toute notre application simplement pour la typer. Ok, alors comment est-ce que j'installe Flow? Comme souvent, on a un binaire global et on peut l'insérer uniquement au sein de notre projet. Et pour l'intégrer dans votre chaîne de build Babel, j'imagine que vous utilisez tous, c'est ultra simple. On fait un yarn add de la preset Flow, on l'ajoute au Babel RC et c'est tout. Voilà. Cette preset, elle va installer un plugin qui va nous retirer toutes les annotations Flow lors de la compilation. Alors, comment on l'utilise maintenant? Première chose, on tag chacun de nos fichiers en ajoutant un petit commentaire avec @flow. Ce commentaire-là, il va dire à Flow, tiens, tu vas t'activer sur ce fichier. Ensuite, on ajoute un à un toutes les annotations correspondant au type, pour les paramètres de ma fonction, puis son type de retour. Et là, j'ai fait une erreur. Tiens, j'ai dit que ça devait retourner une string. Et Flow, il analyse mon code, il fait, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la taille de la string et tu multiplies par Y. Ça va forcément retourner un nombre. Donc hop, si je lance Flow, donc, petite commande qui va démarrer un serveur et ensuite vous affichez les erreurs. Il me dit, tiens, regarde, ça renvoie un nombre. C'est incompatible avec le type que tu m'avais dit explicitement que c'était une string. Alors, vérifier son code, c'est bien, et il faut également pouvoir vérifier, se baser sur toutes les librairies externes qu'on utilise. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle FlowTyped, qui a été créé, et qui est en fait un repo qui va contenir toutes les définitions des librairies. C'est loin d'être toutes les librairies encore, mais ça progresse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cet outil va lire votre fichier package.json, il va déterminer toutes les librairies que vous utilisez et essayer de vous trouver la définition de chacune de ces librairies, correspondant à la version que vous utilisez. Qu'est-ce qu'une définition de librairie? Simple, c'est juste une interface qui déclare, tiens, pour mon module, tu peux utiliser telle ou telle fonction, et cette fonction-là accepte tel ou tel paramètre. Alors, j'ai pris le module le plus simple que j'ai trouvé, isURL, c'est un module, on voit bien, qui expose une seule fonction par défaut, qui accepte un paramètre de type chaîne de caractères, et qui me renvoie un booléen. Et pour l'autocomplete, ce qui est génial, c'est que vous aurez accès au nom du paramètre URL, par exemple. Voilà. Donc, pour toutes vos librairies, ça sera super simple de trouver les définitions. Et je vous recommande de committer toutes ces définitions dans votre repository. Alors, un petit peu de configuration. Toute la configuration se fait dans le fichier .flowconfig. On a notamment 3 sections qui sont intéressantes. La section ignore.
c'est la section qui va déterminer quels sont les fichiers lus par Flow. Donc, première chose, c'est qu'on ignore les fichiers compilés à la fin. Personnellement, c'est dossier public. On va ignorer également tout ce qui est Node Modules et Power Components, parce qu'on va se dire, plutôt que d'aller les lire, tu vas regarder les librairies, les définitions de librairies. Et enfin, on peut ignorer certains répertoires qui sont très lourds, enfin très importants dans notre application pour lui éviter de regarder là-dedans. Ensuite, la section libs, vous allez indiquer quels sont les répertoires qui contiennent vos définitions de librairie. Par défaut, c'est FlowTyped. Et vous pouvez ensuite indiquer quelques options. Alors, je vous ai mis quelques pro tips. FlowLS, c'est une commande qui va vous lister tous les fichiers que Flow voit. Donc, ça vous aide à configurer votre section ignore facilement. Emoji True, alors ça c'est l'option indispensable qui permet d'afficher des emojis dans les réponses du serveur. Et une petite option intéressante, si vous commencez sur une nouvelle appli, plutôt que d'avoir à taguer chacun de vos fichiers Flow à la main, vous pouvez faire all égale true et il vérifiera automatiquement tous les nouveaux fichiers. Alors, l'intégration au sein des IDE. Je sais qu'il existe un plugin pour Vim ainsi que pour VS Code. J'utilise Nuclid personnellement et je pense que c'est actuellement l'éditeur qui propose le meilleur support de Flow. Donc on y trouve de tout. Déjà la détection des erreurs, c'est quand même sympa. Vous avez un autocomplete qui se base sur les suggestions de Flow. Vous avez le jump to definition, donc c'est quand on survole sur un nom de fonction par exemple, hop, il va nous permettre d'accéder au fichier qui définit cette fonction. Vous avez le type hinting, c'est-à-dire que quand vous survolez une variable, il va vous dire bah tiens, cette variable, je sais que c'est une chaîne de caractères. Éventuellement, je connais aussi sa valeur. Et vous avez l'indication de la couverture de votre code par flow, ligne par ligne, ou même au sein d'une même ligne, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est bien typé par flow ou pas. Alors, quelles sont les annotations disponibles? Vous en avez pour tous les types primitifs du langage, donc booléen, nombre, chaîne de caractères, nul et void. Et on a un opérateur, vous servirez sans doute beaucoup, qui est l'opérateur maybe. Donc, il consiste à ajouter un point d'interrogation devant mon annotation de type, c'est-à-dire que cette valeur, soit c'est une chaîne de caractères, soit ça vaut nul, soit ça vaut undefined. Vous pouvez faire des unions, donc c'est un ou, c'est-à-dire que par exemple j'ai un type rank, c'est une note qui peut aller de 0 à 5. Ça gère également les tableaux, et au sein des tableaux on peut dire le type qui est attendu. Par exemple si je veux un tableau qui ne stocke que des nombres, hop, array, number. Alors attention, ce qui est intéressant, c'est que Flow ne va pas détecter vos erreurs de type index. Par exemple, il ne peut pas vérifier que votre tableau va contenir au moins 100 éléments. C'est un outil d'analyse statique. Pas d'exécution. Et on peut également faire des tuples si vous voulez mélanger plusieurs types au sein d'un même tableau. Ensuite, les annotations d'objets. C'est en fait la même syntaxe avec laquelle vous définissez vos objets. Vous dire, bah tiens, mon objet, il doit contenir une clé foo et une clé bar, et la clé foo est une chaîne de caractères, la clé bar est un nombre. Si ensuite j'essaye de modifier la clé bar et de lui mettre la chaîne de caractères bar, il va me dire, bah non, ça marche pas, j'attends un nombre. On peut le faire également pour des maps, hein, si vous voulez faire un objet qui relie un identifiant à un nombre, c'est possible. Encore une fois, il détectera les erreurs. Parfois, dans nos objets, on peut avoir des propriétés qui sont optionnelles. Donc, vous pouvez utiliser un point d'interrogation également pour ça. Et il y a cette petite syntaxe un peu marrante, qu'on surnomme souvent la burger syntaxe, qui consiste à dire que mon objet doit contenir exactement ces propriétés-là, et pas une de plus, pas une de moins. Quand vous mettez type user accolade name et edge, ça veut dire mon type utilisateur doit contenir au moins name et edge. Si vous voulez que votre utilisateur il contienne uniquement name et edge, vous ajoutez des pipes afin d'utiliser la burger syntaxe, qui empêche les propriétés en plus.
Enfin, des annotations faibles sont des annotations que vous pouvez utiliser notamment si vous commencez seulement à intégrer Flow dans votre projet. Object, qui va vous dire, bon bah ok, tant que c'est un objet, tout va bien. Any, qui est vraiment n'importe quoi. Et mixed, c'est un any, mais qui va forcer à faire des tests dessus. Alors, on peut également typer nos fonctions. Donc, fonction ordinaire, on a vu. La syntaxe des arrow functions, c'est également possible en mettant les 2 points avant la flèche. Et la gestion des promesses ainsi que des fonctions asynchrones. Donc, on va essayer de détailler ensemble cet exemple. Alors, getFriendNames, ça prend en 2 paramètres. FriendsID, qui est une promesse vers un tableau de nombres, et getFriendName, qui est une fonction qui prend un nombre en paramètres et qui me renvoie une promesse de chaîne de caractères. Alors si je regarde le code, on fait un await de FriendsID. Donc en gros, je vais récupérer un tableau de nombres, et ensuite, on va exécuter la fonction getFriendName sur tout ce tableau de nombres qu'on a récupéré. Et du coup, qu'est-ce que ma fonction renvoie au final? C'est une promesse vers un tableau de chaîne de caractères. Alors, enfin, Flow avec React. Pourquoi utiliser Flow avec React? Tout simplement parce que y a un problème quand même avec les prop types, c'est qu'ils ne s'exécutent qu'au runtime. Donc dans votre IDE, vous allez indiquer une prop type qui n'existe pas dans votre composant, rien ne va vous le dire. Vous allez devoir quand même exécuter votre code ou lancer des tests unitaires pour détecter cette erreur. Et enfin, il y a quand même un problème avec isRequire, c'est que il est équivalent à dire non nul. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent des cas où j'attends un objet, et cet objet est potentiellement nul. Mais j'attends qu'on le passe quand même dans tous les cas. Comment gérer ce type de cas? Eh bien, malheureusement, quand vous allez sur cette issue sur GitHub, vous tombez là-dessus. Citation de Gairon, on ne peut pas trop s'attendre à des nouveaux changements sur PropTypes parce que ils trouvent que Flow est devenu suffisamment mature et que, en gros, ils ont arrêté d'utiliser PropTypes a priori. Alors, PropTypes c'est Flow. La bonne nouvelle quand même, c'est que si vous utilisez createClass et les PropTypes, ils sont supportés par défaut. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que simplement en ajoutant la notation addFlow, tout ça, votre code va être compris. Et si vous utilisez quelque part votre composant en lui passant des mauvaises props, vous allez recevoir des erreurs. Donc ça, c'est super. Mais on peut se passer des prop types et utiliser vraiment Flow pour ça. Je vous ai mis. Donc ça ne marche pas avec React Create Class, a priori, je n'ai pas trouvé. Mais si vous êtes sur les syntaxes plus modernes, il n'y a pas de souci. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On définit un type props et on le passe on le passe à notre composant. On peut également donner le type pour les props par défaut. Et on va utiliser ce type dans notre constructeur également. Pour les composants sans état, c'est pareil. On peut passer en paramètre. Vous pouvez typer le paramètre reçu par la fonction directement. Alors, Redux plus Flow. Comment typer un réduceur? Je pense que en fait, il suffit de 3 étapes. La première, c'est de décrire le state. Alors, la plupart du temps, c'est un objet. Ici, j'ai essayé de faire le réduceur le plus simple du monde. C'est un réduceur qui contient juste un compteur. Donc, l'état de mon réduceur est un nombre. Donc, on peut typer son state par défaut. Ensuite, on va décrire chacune des actions possibles de ce réduceur. Donc toutes les actions creator. Donc par exemple, et à chaque fois, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui me renvoie un objet avec la clé type, une chaîne de caractères et éventuellement les paramètres que vous voulez en plus. Ici, j'ai quoi? J'ai 2 actions, increment et decrement.
elles ont juste besoin d'une chaîne de caractères. Donc je les définis une à une, et je dis, bah tiens, mes actions creator, ils me renvoient ces types-là. Enfin, je peux décrire mon réduceur maintenant, puisque j'ai mon premier paramètre state, qui est de type state, et pour mon action, bah, c'est la liste des actions possibles dans mon application. Pour le moment, c'est l'union, de increment action et decrement action. C'est l'un ou l'autre. Donc c'est mon deuxième paramètre. Puis, cette fonction, c'est un réduceur. Le principe, c'est que ça prend un état, ça vous renvoie un état. Le type de retour est mon état. Si vous faites ça, vous avez 100% de couverture de votre code par flow. Alors plus complexe, en général, quand tu utilises Redux, on a plusieurs réduceurs. Alors cette fois, on va décrire encore le state de notre réduceur, mais on va ajouter un mot-clé en plus qui est export. C'est-à-dire que comme les variables JavaScript, vous pouvez les exporter entre les fichiers, ça marche pareil pour les types. Donc ici, j'ai un type qui est un objet qui contient la clé vote, et cette clé vote peut valoir soit nul, soit 1, soit 0, soit moins 1. Et j'ai deux actions, que j'ai uniquement mis les types et pas les actions creator parce que j'avais pas de place. Mais mon premier objet, c'est donc une action type avec la chaîne de caractères vote et qui a en paramètre en plus value, qui est une vote value, donc 1, 0, moins 1. Et la méthode, le type delete vote, l'action delete vote, c'est simplement une chaîne de caractères, pas de paramètres en plus. Donc la liste de toutes les actions de ce réduceur, je fais une union dans vote action. Ça veut dire que c'est les actions qui sont propres à ce réduceur-là parce que elles sont définies dedans. Et je vais importer magiquement, parce qu'on verra la définition au prochain slide, ma fonction dispatch et action. Action, ça correspond à toutes les actions possibles dans mon application. Celles qui seront aussi, par exemple, créées dans mon autre réduceur. Et je passe ces paramètres à mon réduceur comme avant. Alors j'ai mis également l'exemple de delete vote, qui est par exemple une fonction qu'on pourrait utiliser dans nos composants, qui ferait quoi, qui ferait un fetch pour aller supprimer un vote, et enfin qui dispatcherait l'action delete vote. La fonction dispatch qu'on voit là, on va la définir tout de suite sur ce slide. Alors, première chose, j'importe tous les states de mes différents réduceurs et je définis mon state tel qu'il est réellement, global, c'est-à-dire avec la clé qui correspond au nom de mon réduceur, son état, pour counter et pour vote. Ensuite, je décris la liste de toutes les actions possibles, qui est l'union des actions de counter reducer et de vote action, et des actions du réduceur vote. Et enfin, je peux décrire mon store, le store de mon application, qui est quoi? Qui est un Redux store qui prend en paramètre le state, le type state et le type action, et la méthode dispatch, qui cette fois-ci ne sera pas une méthode dispatch qui pourra dispatcher n'importe quoi, mais qui pourra dispatcher uniquement les actions que j'ai autorisées, toutes les actions du type action. Donc uniquement ce qui est autorisé dans nos réduceurs. Alors, les bénéfices. Ce que je viens de dire, on ne peut dispatch que des actions listées. C'est-à-dire que si vous essayez de dispatcher, je sais pas, unknown action, bah, ça va pas marcher. Il va vous dire, bah non, il n'y a rien qui attend ce truc-là, tu ne peux pas le faire. C'est super pratique quand on a l'habitude d'avoir des typos. Vous allez également pouvoir détecter au sein de vos réduceurs, si par exemple vous faites un case d'une action qui n'existe plus, bah, il va vous dire, bah tiens, ce truc-là n'est pas couvert, il est jamais appelé. Donc hop, un petit peu de nettoyage. Si vous faites une typo dans le nom d'une action, du coup c'est détecté automatiquement. Et vous avez une documentation vivante de toutes les actions de votre code.
Alors personnellement, je décide de me passer des constantes, parce que je trouve que ça fait vraiment la duplication que de définir une constante alors qu'après elle va être vérifiée par Flow. Et deuxième conseil, c'est essayer de définir tous les types globaux de votre application au sein d'un même fichier. Je l'ai fait à l'exemple précédent avec le fichier types.js pour éviter d'avoir à faire des imports d'un peu partout de votre application. Alors, l'objectif qu'on voulait quand même, il est un peu coupé, mais c'était avoir mon connect de typer, de vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je type les props attendus par mon composant, donc avec le type props. Je crée mes méthodes map_dispatch_props et map_set_to_props qui reçoivent la fonction dispatch et le state global de mon application. Et du coup, en utilisant un type supplémentaire qui est le connector qui est issu de React Redux, vous allez pouvoir lui dire, bah tiens, premier paramètre, ce sont les props que on doit forcément t'envoyer, ici j'ai pas besoin, et props, ce sont les props attendus finalement par le composant. Et du coup, en analysant les deux méthodes au-dessus, il va vérifier que vous lui passez bien à la fois count qui est un nombre et à la fois increment qui est une fonction. Voilà, donc on a enfin l'objectif qui est une vérification des props qui fonctionne avec Connect et une erreur dès qu'on a une props qui est passée qui est inconnue et une erreur si par exemple ici j'essaie de dispatcher une donne. Et pour info, pas besoin de rendre explicite le type de retour d'un composant React puisque Flow comprend le JSX et du coup devine le type de retour à votre place. Alors, Flow est un outil d'analyse statique, mais c'est également possible d'avoir les types au runtime via un projet qui est assez récent, mais qui s'appelle Flow Runtime, et qui du coup, plutôt que d'enlever les types avec Babel, va vous permettre de générer des vérifications dans votre code. Donc c'est particulièrement utile si vous voulez vous assurer que des retours de résultats d'API, par exemple, ont la bonne forme. Ensuite, il y a un plugin pour ESLint, pour ceux qui l'utilisent. Donc ça vous permet de vérifier la syntaxe de votre code Flow, et également une règle très pratique qui est No Weak Types, qui va vous s'assurer que vous n'utilisez pas trop, enfin que vous n'utilisez même pas du tout, object ou any ou mixed, qui sont des annotations un peu dangereuses. Et surtout qui ne vous permettent pas vraiment de profiter de tous les bénéfices de Flow au maximum, qui sont des annotations faites pour introduire Flow petit à petit dans votre base de code. Donc voilà, ne soyez pas trop strict lorsque vous partez d'une code base existante. Personnellement, nous on utilise encore Object par exemple, beaucoup, mais petit à petit on les supprime. Voilà, par contre dans ESLint, le parseur par défaut ne supporte pas Flow, donc vous devez passer par le parseur Babel. Avant de terminer, la mesure de qualité de votre utilisation de Flow, c'est son taux de couverture. Vous pouvez l'obtenir en tapant la commande Flow Coverage suivi de votre fichier, ou alors pour toute votre application avec le module Flow Coverage Report. Ce que je vous recommande, c'est de toujours viser 90%. C'est ça qui vous permet de vous assurer que votre analyse statique marche, et d'ajouter Flow dans votre intégration continue avec un petit script. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous laisse poser des questions et très rapidement, donc comme je vous l'ai dit, je travaille pour Cap Collectif, qui est une startup qui essaie de changer la démocratie. Enfin, nous, on y croit qu'on peut l'améliorer en passant par l'intelligence collective, et on recrute parce qu'on n'est que deux. Voilà. J'ai fait une petite démo React Redux plus Flow avec notamment certains exemples des slides. N'hésitez pas à la consulter. Et si jamais cette conférence vous a plu, j'ai aussi un Twitter. Je tweete un peu tout seul pour le moment, mais j'espère voir du monde bientôt. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui.
Oui, la question c'est est-ce que j'ai déjà remplacé des prop types par Flow? Malheureusement, on utilise encore Create Class sur toute notre code base, donc, parce qu'on a une Mixit dont on ne peut se passer pour le moment, et du coup on n'a pas encore eu à faire cette migration. Et a priori, je ne sais pas s'ils proposent des code mods pour modifier ton code tout seul pour générer ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Oui. Est-ce que Flow il gère le nul et les undefined strict ou pas? À un moment, on ne faisait pas, ou on a gardé. TypeScript le fait depuis peu. Du coup, je sais pas si tu sais. C'est-à-dire différencier nul et undefined? Le cas, alors la question c'est est-ce que Flow gère nul et undefined différemment? A priori, comme on l'a vu, l'opérateur maybe dit c'est soit nul soit undefined. J'ai pas rencontré le cas encore, je ne sais pas. Oui. D'accord. Je le commit parce que je veux m'assurer que quand un développeur met à jour les dépendances avec Yarn, en même temps, il va exécuter le flow type install pour mettre à jour les définitions de librairie. Et c'est recommandé par la documentation. Donc ça fait pas mal de petits fichiers à rajouter en plus, mais au moins ça fait une étape en moins aux développeurs qui arrivent sur le projet. C'est tout à fait possible aussi. Oui. 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 Est-ce que si on a une petite appli ou une appli où on n'a pas beaucoup d'algorithmes, est-ce qu'on peut quand même utiliser Flow pour documenter et puis pour ajouter un petit peu plus de texte, etc. Ou est-ce que c'est un peu overkill? Je pense que ça dépend du temps que tu as envie d'investir sur ton application et est-ce que tu penses qu'à terme elle a besoin d'évoluer. C'est une petite application, déjà on peut se poser la question de l'intérêt de faire de la documentation pour. Donc c'est propre à toi à chaque fois. Il n'y a pas de réponse miracle. Comment Eni, Oui. comment est-ce qu'il te force à faire des tests? Eni en fait il annule tous les tests qui suivent. J'ai pas répété la question. Comment est-ce que le type Eni, je sais plus, mais comment Flow gère le type Eni? Du coup tout ce qui suit le type Eni, Flow il peut pas deviner donc. Tout ce qui suit, c'est-à-dire toutes les vérifications après? Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce que vous utilisez Recompose? Est-ce qu'on utilise Recompose? Non. Pour info, on utilise Redux Saga, ça marche bien avec Redux Saga. Ok, du coup ma question était en fait par exemple dans le cadre de Recompose, tu as par exemple le nom de ton compose en fait ta fonction. Dans le premier paramètre, tu vas mettre ton connect, donc avec tous tes hooks. Et dans le deuxième paramètre, c'est du coup ce qui doit sortir, à savoir ton composant, ton container. Du coup en fait, comment le typer en fait au final? Tu as deux. Tu ferais à peu près pareil, c'est-à-dire que le résultat de ton connect, tu le mettrais dans une variable, comme je faisais là, c'était connector. Tu donnerais le type du connecteur en important via la lib, et ensuite, si Recompose du coup expose également la vérification de type, tu pourras le faire avant d'exporter ta variable finale. De rien. Oui. Dans les projets open source qui utilisent Flow, est-ce qu'il y a certaines réticences par rapport aux contributeurs pour l'utilisation de manière générale, contribuer à des projets qui utilisent Flow? Bonne question. Est-ce qu'il y a une réticence open source au niveau des projets qui utilisent Flow? Est-ce qu'il y a moins de contributeurs ou pas? Je pense que c'est la même problématique que pour des systèmes de testing un peu étranges. Je pense que si quelqu'un est vraiment motivé à contribuer, il peut se permettre d'apprendre une chose supplémentaire pour le projet.
Ok, bah, je vais laisser la parole au suivant. Ouais, tu peux, bien sûr. Fais gaffe, c'est un Linux, ça va exploser. Tu peux activer l'écran parce que là j'ai no signal en gros. Chelou. Tu peux débrancher, rebrancher. En fait, non mais en vrai, j'ai la slide quand tu branches la slide de l'ordi précédent qui s'allume. Je fais OK. Non, vas-y. Vas-y, débranche Lucas, je vais te dire en 15 secondes. Il me faut 15 secondes. Débranche. Un, deux, oui. C'est bon? One moment, please. Vas-y, on revanche. Vas-y, Lucas. Ok, je crois que cette fois c'est bon. Donc bonjour à tous, nous on va vous parler des frameworks de build et comment on pense qu'ils nous amènent vers un nouvel âge de l'écosystème React. Donc tout d'abord une petite présentation, moi c'est Johan, je travaille à Evaneos depuis 3 ans et ça fait 1 an et demi du coup que j'ai participé à la mise en place de la stack React à Evaneos. Et moi c'est Lucas, j'ai rejoint Evaneos il y a 1 an et demi à peu près et je suis arrivé au moment en fait où on mettait en place cette stack, donc j'ai pris le train en marche. Donc qu'est-ce que c'est qu'un framework de build? En fait, sous cette appellation-là, on va regrouper tous ces projets qui sont apparus courant 2016, comme Create, React App par exemple, et qui ont tous un but commun, c'est d'abstraire toute la config de build en tant que dépendance de son projet, plutôt que d'avoir à la recoder à chaque fois qu'on commence un nouveau projet. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire un petit tour des features qu'on peut trouver dans un framework de build. Et ensuite, on va en présenter 3 principaux qui nous ont paru particulièrement pertinents. Et on va finir par introduire notre système de build qu'on a développé à Evaneos début 2016, quand justement Create React App n'était pas encore là, qui s'appelle Vitamine, et qui vient tout juste de passer en 1.0. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va faire un petit peu d'histoire. On va faire un parallèle entre l'histoire de l'humanité et l'histoire de React. Rien que ça. Donc on va forcer un peu les traits. Tout d'abord, donc il y avait la préhistoire. À la préhistoire, il y avait des outils comme jQuery ou Angular. On faisait du code spaghetti et il y avait beaucoup d'effets de bord. Et c'était difficile de réutiliser son code en fait. Il y avait très peu de réutilisabilité. Donc en 4000 avant Jésus-Christ, l'invention de l'écriture, donc React, donc ça nous permet, on découvre pas mal de choses en fait, enfin des choses qui sont rendues beaucoup plus faciles en tout cas. Tout ce qui est composabilité du code, la clarté aussi, la testabilité de ses composants, ça c'est un truc qu'on a eu avec React clé en main. Derrière, il y a aussi le fait que son flux de données soit beaucoup plus lisible et plus prévisible que ce qu'on pouvait avoir avec du double binding. Donc toutes ces choses-là qu'on connaît. Et aussi l'architecture flux, donc avec pas mal d'implémentations différentes à l'époque. Ça, on est en 2015-2014, donc on a Fluxor, Reflux, Flux, Fluxible pour en citer quelques-uns. Sauf que
nos apps deviennent de plus en plus complexes et on arrive à un moment où il faut consolider tout ça. Donc on arrive au Moyen-Âge et finalement il y a un consensus qui se crée autour de Redux. Il y a également l'ES 2016 et JSX qui deviennent la norme. On utilise de moins en moins Create Class ou Create Component et on utilise de plus en plus les composants sans état, donc stateless. Il y a CSS Module aussi qui est utilisé, le server-side rendering, et on attend de plus en plus de la développeur experience. Donc on aimerait avoir le hot module reload, on aimerait faire du time travel debugging parce qu'on a vu la conf de Dan Abramov et on trouve ça super cool. Donc voilà, on a toutes ces nouvelles technos qu'on veut mettre en place sur son app, et du coup, on se dit chouette, j'ai un nouveau projet perso, donc je vais commencer. Et là, en fait, on s'aperçoit que commencer une app React avec tout ça, ça ressemble à faire ça. Donc c'est-à-dire énormément de plomberie. On commence par déjà installer Babel parce qu'on a envie de transpiler, donc voilà, on installe Babel, on rajoute ses presets. Jusque-là, c'est pas très compliqué, tout va bien, on installe React. Puis on se dit que ce serait cool d'avoir du routing, donc on installe React Router. Puis on se dit que si on a besoin de gérer notre état, donc on installe Redux. Puis on se dit que ce serait bien que les deux parlent en même temps, donc on installe React Router Redux. Puis ensuite, du coup, il faut qu'on bundle notre projet, donc là, on va choisir Webpack. Puis une fois qu'on a choisi Webpack, du coup, il faut commencer à faire la conf de Webpack, donc il faut rajouter ses entries. On rajoute 2 ou 3 loaders, par exemple CSS, si on utilise CSS Loader, si on utilise du CSS in JS, il n'y a pas besoin, ouf. On utilise File Loader, on va configurer ces loaders, etc., etc. On doit faire la config de dev, la config de prod, etc. Et comme on a Webpack, on se dit que ce serait bien d'avoir du hot reload. Donc du coup, on rechange sa conf Babel, on rechange sa conf Webpack, et on configure son app pour que les réduceurs se hot reload également. Et enfin, pour la petite cerise sur le gâteau, on va faire du server-side rendering. Donc pour ça, ça veut dire configurer React Router, ça veut dire configurer Redux pour qu'ils partagent le même état en client et en serveur. Ça veut dire rajouter de la conf Babel parce qu'on n'a pas envie d'avoir les mêmes presets pour son Node, parce que Node supporte beaucoup plus de choses que les browsers average. Et c'est changer aussi la conf Webpack pour pouvoir faire un bundle spécifique Node. Donc là, normalement, si tout s'est bien passé, c'est pas toujours le cas, on peut commencer à développer. Ça y est, on fait son premier Hello World. On voit bien que là, il y a quand même, si on prend un peu de recul, on a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. On doit lire beaucoup de docs, on doit regarder des articles, on doit être sûr que les articles sont à jour parce que ça évolue très très vite. Du coup, ça pose un problème de surcharge qu'on connaît bien. Et donc, une des premières solutions pour pallier à ce problème, c'est les starter kits. Donc, le principe du starter kit, je vous l'explique très rapidement, je pense que vous le savez déjà. C'est en gros, on prend tout le code qu'on a fait avant, on le met sur un repo GitHub, et puis les gens le clonent, et puis on peut commencer direct à développer. Donc, pour en citer quelques-uns, c'est pas une liste exhaustive. Il y a en juin 2014, il y a le React Starter Kit qui était un des premiers, un des plus connus, qui est toujours maintenu. Il y a eu le premier Starter Kit avec une application universelle qui est React Redux Universal Hot Example, donc qui est Redux également. Et si jamais vous voulez encore utiliser cette solution aujourd'hui, il y a React Universally qui est très pratique, qui embarque ES 2017, Service Worker et pas mal de choses. Donc tout ça c'est fort beau, seulement voilà, il y a un gros problème, c'est qu'un matin on se réveille, on allume Twitter, puis on voit passer ça sur notre fil. Donc un tweet de Dan Abramov qui nous explique pourquoi React Transform est déprécié. React Transform, c'est une librairie qu'on utilisait en début 2016 pour faire du hot module reload avec React. Donc voilà, c'est bien beau, mais nous on a copié tout le code d'un starter kit et on sait pas exactement comment il faut faire pour changer en fait à la prochaine version. Et c'est tout le problème des starter kits en fait, c'est que on code en fait toute une logique sur laquelle on n'a pas finalement beaucoup de maîtrise parce que justement on a utilisé le starter kit pour éviter à s'en occuper. Donc si on veut mettre à jour son application avec les dernières versions des librairies qui dans l'écosystème React sont connues pour, en tout cas au début, changer de majeur assez souvent. Enfin, par exemple React Router Redux, je crois qu'il avait changé de 3 majeurs en 2 mois, quelque chose comme ça au début 2015. Donc voilà, on s'occupe à devoir suivre ces librairies, à devoir les mettre à jour, à devoir regarder ce qui se fait de mieux au niveau de la best practice. Et du coup, tout ce problème-là qu'on avait de config qu'on avait évacué en utilisant un starter kit, à partir du moment où son application, on veut la maintenir sur plus d'un mois ou 2, on se le reprend dans la figure. D'où les build framework. Alors l'idée principale derrière le build framework, donc on a choisi ce nom-là, c'est un peu arbitraire, c'est d'extraire la config de build et tout ce qui peut être utilisé d'une app à l'autre et le mettre dans une librairie qui devient une dépendance de l'application.
Donc ça a tous les avantages que peut avoir une dépendance NPM, c'est mis à jour, c'est versionné. Et le framework s'occupe à notre place en fait de garder les librairies à jour sans qu'on ait rien à faire. Et on peut être également à jour avec les best practices de la communauté comme ça, sans complications. Donc nous, on a épluché une petite quinzaine de repos de build framework en fait qui ont un peu popé durant cette dernière année. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un petit tour des features qu'on peut trouver dans un build framework. Donc en premier, logiquement, tout ce qui est bundling et transpiling. Grosso modo, on a une conf Babel à jour avec les derniers presets à jour. On a une conf Webpack avec les loaders qui marchent bien. Et du coup, ça devient aussi simple, bundler son application, ça devient aussi simple que faire un npm start, ce qui est assez cool. On aimerait également qu'il y ait des tests, donc du coup que notre framework de build embarque un framework de test et d'avoir la possibilité de les runner. Typiquement, je lance mon npm test et tous mes fichiers, par exemple en .test.jsx, sont runnés. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir un gros consensus autour de Jest, qui est d'ailleurs poussé par Facebook, comme par hasard. On a aussi donc ce qui est proposé dans certains build frameworks, c'est le hot module reload. Donc c'est la capacité en fait de changer l'état de ses composants tout en gardant l'état de l'application. Ce qui est assez utile dans les cas où on veut par exemple coder sur un composant qui se retrouve tout au bout d'une chaîne d'actions. On n'a pas à refaire toutes ces actions pour voir l'état de son composant. Elles sont déjà sauvegardées à chaque fois qu'on met à jour son composant, donc c'est plutôt pratique. On a également le server-side rendering, donc le rendu côté serveur, nos composants vont être rendus sur Node, et ça a une énorme valeur ajoutée pour le business parce que la première page va s'afficher très rapidement et avec toutes nos données. Donc du coup, ça fait que Google il aime bien, c'est SEO friendly, et donc si Google aime bien, votre CFO il va bien aimer aussi. Après, quand on commence à grossir en application, on va vouloir généralement commencer à séparer l'état de son application qui jusqu'à maintenant était dans des composants React et à la sortir en utilisant une librairie tierce, ce qui permet en fait d'abstraire tout cet état ailleurs que dans les composants, et donc qui découple encore plus l'état de la vue. Donc là, on peut citer en tête, on a tous Redux en tête, qui est le plus connu, mais on a d'autres prétendants aussi au poste avec Mobix en ce moment qui gagne un peu de momentum, et même ou React ou RxJS par exemple aussi. Donc voilà, tous les build frameworks viennent pas forcément en fait avec un système de state management inclus, mais ceux qui le font généralement viennent avec Redux. Et enfin, il y a la question assez épineuse des gestions de style. Donc là, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. En fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent donc importer du CSS avec un CSS loader, et il y a ceux qui vont préférer le CSS in JS. Et là, je pense que vous pouvez vous référer à la conférence de Olivier Tassinari qui l'a faite, je crois, au dernier meetup, sur toutes les manières de faire du CSS in JS. Il y a d'autres trucs qu'on peut trouver dans les build frameworks, par exemple des petits utilitaires pour rendre de manière asynchrone ces composants, donc qui bloquent en fait le rendering des composants côté serveur et côté client tant qu'ils n'ont pas la donnée qu'ils ont besoin pour s'afficher. Donc c'est plutôt pratique. Il y a également le type checking, donc ça, on a vu ce que c'était maintenant, besoin de le présenter. Et en fait, en faisant le tour d'horizon, on a vu que Flow était vraiment le type checker utilisé dans l'écosystème React, quoi. Comme par hasard, Facebook à nouveau. Et enfin, la personnalisation de la config de build, si on veut par exemple rajouter ses propres loaders ou rajouter ses propres presets Babel, certains build frameworks permettent de le faire sans avoir à tout réécrire, sans avoir à tout réécrire la config. Donc, on va se pencher sur quelques exemples de build framework maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, que vous savez ce qu'il en est. Donc à chaque fois, en fait, on a essayé de faire tourner le real world example de Redux avec un build framework. Et donc on commence par le plus connu, Create React App. Qui c'est qui a déjà utilisé Create React App pour commencer une app React? Donc ouais, c'est ça, une vaste majorité. Effectivement, c'est très pratique. Donc c'est fait par Facebook. Pour les tests, ils ont Jest intégré, forcément. Ils utilisent un petit loader CSS qui fait son taf pour inclure du CSS. Donc ils ont pas, par contre, ils viennent pas avec du routing intégré, ils viennent pas server-side rendering, hot module reload, Redux. Donc il y a plein de choses qui viennent pas avec, mais en fait c'est là leur force, c'est-à-dire qu'ils font très peu de choses, mais ils le font très très bien. C'est-à-dire que quand vous utilisez Create React App, vous êtes sûr d'avoir des presets qui sont complètement à jour avec ce qui se fait de mieux dans la communauté, que ce soit au niveau Babel ou que ce soit au niveau Webpack. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Par contre, si jamais votre app grossit et que vous commencez à avoir des besoins de server-side rendering ou
quoi que ce soit de ces choses-là, ça peut être obligé d'en partir. Ensuite, on enchaîne avec Next.js. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Next.js dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Next.js? D'accord. Next.js, en fait, on en a pas mal entendu parler, effectivement. Il a été lancé officiellement en octobre 2016 et il est supporté par Zeit. En fait, lui, il vient donc avec Jest pour les tests et lui préfère plutôt le CSS in JS. Donc, ils ont leur propre manière de faire avec le style JSX. Ils ont une intégration simplifiée de Flow et après, pour le reste, ils ont tout développé de manière custom. Donc, ils ont un autre serveur custom, un routeur custom, tout ce qui est rendu asynchrone des composants, c'est custom. Ils font du server-side rendering, du hot module reload, mais ils ne viennent pas avec Redux. Alors, effectivement, comme je disais, tout est custom, c'est une force et à la fois une faiblesse. La force, c'est qu'on peut vite commencer son application et la doc, elle est plutôt bien foutue sur leur repo. Et ils maîtrisent leur librairie de A à Z. Donc, on est sûr que toutes les librairies fonctionnent bien ensemble. Par contre, dès qu'on veut migrer une application qu'on a déjà faite vers Next.js ou qu'on a commencé une application Next.js et qu'on veut la migrer vers quelque chose d'autre, bah là, ça devient plus compliqué. On se retrouve à devoir réécrire pas mal de choses. En plus de ça, l'intégration avec Redux, quand on a voulu faire l'exemple, n'était pas très fluide. C'est faisable, il y a des exemples, mais ça demande un peu de tuyauterie, quoi. Et finalement, c'est ça qu'on veut éviter. Donc finalement, Next.js, il y a une petite distanciation par rapport aux standards de la communauté. Et moi, j'ai eu l'impression qu'on se retrouvait à apprendre du Next.js, finalement, comme un langage à part, quoi. Ça reste malgré tout un choix solide. Ça marche vraiment bien et il faut avoir conscience de ses faiblesses en fait quand on choisit. Une fois qu'on commence avec Next.js, on reste avec Next.js pour un moment. Ensuite, dans les moins connus, il y a Electrode qui a été qui a été développé par Walmart, qui est sorti en octobre 2016. Donc eux, ils appellent ça une build platform. Donc niveau test, c'est Mocha plus Enzyme. Niveau style, c'est du CSS module. Flow est inclus par défaut, notre serveur c'est au choix, on y reviendra, router, React Router V2, et Async Render, ils utilisent React Resolver qui semble être un standard de la communauté pour gérer ces choses-là. Ils ont du server-side rendering, ils ont du hot module reload, et ils ont Redux. Donc comment ça se passe si on veut commencer une application Electrode? En fait c'est un générateur à la base, donc un générateur Yeoman qui nous demande un peu plus précisément qu'est-ce qu'on veut utiliser comme serveur Node par exemple. Donc on a le choix entre Express, Koa ou API, mais également des choses un peu plus précises sur notre stratégie de cache, etc. Donc voilà, c'est un boilerplate. Donc ça vient aussi avec certains problèmes qu'on a cités avant. Après, tout n'est pas en boilerplate, il y a que certaines choses qui le sont. D'autres choses sont abstraites dans le package. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? C'est un bon choix, je pense, si vous avez les mêmes problématiques que Walmart. Donc, grosso modo, il faut savoir qu'ils ont mis beaucoup de focus, d'attention sur la performance, notamment avec du caching qui est géré par défaut, notamment aussi avec des utilitaires qui en dev permettent d'analyser beaucoup plus précisément tout son bundle, donc voir quel package tu utilises, qu'est-ce qui requiert comme autre package, et quelle est la taille, en pourcentage d'un tel package par rapport au build total. Donc plein de stats très sympas. Grosso modo, c'est un truc très solide qui prend un petit peu de temps à maîtriser, parce que pareil, ils ont leur propre système de config, une doc assez fournie, pardon. Donc voilà, mais c'est quand même un truc très solide qui est utilisé en prod par Walmart, donc on peut y aller, je pense, les yeux plutôt fermés. Et on va finir par du coup notre solution développée chez Evaneos qui s'appelle Vitamine.js. Donc c'est un projet qu'on a lancé en janvier 2016. On avait pas mal de projets assez lourds en front. Et du coup, au lieu que chacun gère sa conf dans son coin, on a décidé de faire un framework de build. Donc à l'époque, il n'y avait pas Create React App. Donc on s'est débrouillé à notre façon. Et du coup, pour les tests, on est agnostique. Donc vous pouvez utiliser le test runner de votre choix. On laisse la possibilité aux développeurs de choisir. Pour la gestion des styles, on utilise CSS Module. On ne vient pas avec Flow, mais ça ne doit pas être très compliqué à installer derrière. On utilise Koa 2 pour le serveur Node, React Router 3, et comme Electrode, on utilise React Resolver. Et on vient avec server-side rendering, hot module reload et Redux. Et donc le principe derrière, en fait, c'est de pousser l'inversion de contrôle d'un framework au maximum, c'est-à-dire de se dire au final qu'est-ce qu'on a besoin pour builder une application React Redux. On a besoin de deux choses. On a besoin de la route principale, la route route,
et de nos réduceurs. Et à partir de là, normalement, on peut générer une application qui tourne avec du serveur Node server-side rendering et tout ce qu'on peut avoir de bien HMR, etc., etc. Et donc ça, c'est notre principe de base. Et du coup, bah, c'est un pari qu'on a plutôt réussi. Nous, on l'utilise toujours à Evaneos. Il vient de passer à la 1.0. On l'utilise en production depuis mai 2016 sur différentes parties de notre site. On pense qu'il s'insère bien dans l'écosystème actuel, parce que l'idée c'est aussi de se dire comme on n'utilise que des trucs standards de la communauté, c'est pas très compliqué de passer d'un Create React App à un Vitamine. Au final, t'as juste à mettre tes réduceurs et tes routes et c'est bon. Donc voilà. On a aussi fait assez attention à focus sur la développeur expérience. En fait, on a beaucoup mis de hot reloading dans tous les sens. Donc, il y en a partout. Tout ce hot reload, même la config. Et, voilà. Donc, on vous invite à l'essayer, bien entendu. Et comme on disait, la 1.0 est sortie cet après-midi. Voilà. Pile à temps. Donc tout ça, en fait, voilà. Donc là, on vient de voir 4 build frameworks. Maintenant, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que c'est une grosse tendance dans la communauté. Et on pense en nous que l'écosystème React est en train d'évoluer et d'entrer un peu dans une nouvelle ère, qui serait du coup l'ère de la Renaissance, si vous avez suivi. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire cela? Il y a 3 choses. Déjà, il y a la stabilisation de l'écosystème. Début 2016, on avait des majors qui sortaient toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus régulier. Deuxième point, il y a un consensus sur les librairies. Alors, il y a un an à peu près, il y avait à peu près 10-15 librairies pour un besoin. Aujourd'hui, il y a une librairie par besoin qui a fait ses preuves. Et surtout, il y a une démocratisation des frameworks de build. Donc, Create React App a vraiment ouvert les voies vers ce sujet-là, et il y en a plein d'autres qui ont suivi. Et finalement, aujourd'hui, quand on commence une application React, on n'a plus vraiment besoin d'écrire de config avec ces solutions-là. Et mieux encore, on n'a même plus à se soucier que notre config soit à jour. Tout va être pris en charge. On peut vraiment se concentrer sur la chose qui importe vraiment, c'est le code métier. Et on se demandait avec Joanne si c'était pas justement le dernier frein qui empêchait React d'être adopté par le grand public. Donc voilà, merci beaucoup pour nous avoir écoutés, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera peut-être la révolution industrielle, oui. Ouais, une fois que React sera performant. J'exagère un peu, mais ouais. Enfin, après, c'est une API qui c'est caché, donc on le verra pas normalement en tant que développeur, mais on le sentira au niveau des perfs. Vous avez vu passer Fusebox, un bundler, enfin, il est par défaut, il y a un Babel par défaut, il y a un Tacit par défaut, je ne suis pas sûr. Moi, ça me dit rien. Ça, je l'ai pas vu non plus, mais du coup, je checkera. Ouais, la question c'était si on avait vu passer Fusebox, qui du coup est un bundler un peu comme Webpack, mais avec plein de configurations par défaut. Et du coup, non, je l'avais pas vu, mais ça revient un peu dans ce qu'on dit de l'ère de la Renaissance, d'arriver à abstraire toute cette config de build quelque part, quoi, avec du truc par défaut. Quentin a remarqué tu as démarré un projet avec, comme ça, un framework de build, en gros. Quand tu as les évolutions qui sont faites dessus, comment ça marche pour qu'elles soient apportées justement sur un projet qui a été démarré avec Du coup, en fait, comme c'est une dépendance NPM, tu suis la SEMVer. Donc, oui, pardon, la question, c'est si jamais, quand tu commences un projet avec un framework de build, comment tu fais s'il y a des évolutions qui sont apportées dans ce framework de build? Donc, la réponse, c'est que comme ces frameworks de build suivent la SEMVer, donc ils sont versionnés. Donc, a priori, si c'est une mineure, toi, t'as rien à changer. Donc, tu peux profiter de ces dernières améliorations. Par exemple, je sais pas, moi, s'ils ajoutent un loader, a priori, ça a aucune influence sur toi. Donc toi, tu as la nouvelle amélioration sans avoir à changer. Après, il est possible qu'ils fassent des majeurs. Et donc là, c'est à toi de choisir est-ce que tu fais les breakings dans ton code ou pas. Ça dépend du framework de build que tu choisis. Il y en a quelques-uns qui te donnent complètement la main sur le Babel RC ou sur la config Webpack. Justement, pour rebondir sur ta réponse, si je pense à Create React App, par exemple, il propose un script inject, du coup passer sur sa propre config.
Alors, on n'a pas l'équivalent d'un eject. Donc, la question, c'était est-ce que dans Vitamine, il y a aussi un npm eject, comme sur Create React App, qui permet d'éjecter la config et du coup d'y avoir accès. Donc, sur Vitamine, il n'y a pas ça. On y a réfléchi. Le problème, c'est que du coup, si tu éjectes, tu vas devoir maintenir toi-même toutes tes dépendances. Donc, finalement, tu reviens au tout début, au tout premier problème, quoi. Si Vitamine JS n'existait pas, ça serait du coup de le créer. Non, je rigole. Non, je pense que ça dépend de ton projet. Encore une fois, quoi. Si c'est un petit projet chez soi, tu vas forcément utiliser Create React App, même si c'est un gros projet, hein, pourquoi pas. Moi, j'avoue que du coup Next, ça me dérange un peu le côté routeur qui soit pas React Router. Mais bon, ça après, chacun ses besoins. Mais et sinon, Electrode, moi c'est quelque chose aussi. Je pense que non, j'ai pas de. Ouais, ça dépend vraiment des besoins. Chacun son complémentaire. Ouais. Alors en fait, chez Evaneos, on est découpé en petites équipes où on travaille sur des projets différents. Par exemple, avec Joanne, on ne travaille pas sur le même projet, mais on avait tous les deux besoin de Vitamine. Donc du coup, on a ce qu'on appelle une expertise, où on se réunit régulièrement et on discute de ça. Ouais, non, si tu veux. Et du coup, pour terminer, ouais, on est 4 dessus pour l'instant à développer dessus régulièrement dans des squads différentes, du coup, depuis des squads différentes. Ah oui, pardon. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci à tous. Maintenant, on va manger. Bon, du coup, on arrive au bout de du meet-up. On vous a préparé pizza et autres dans la salle qui est juste derrière vous. Je vous invite à rejoindre la salle Berbère. Merci beaucoup.